La plus grosse erreur d'un milliardaire. Une immense demeure à Atherton, en Californie, avec une vue panoramique sur la baie de San Francisco. 10 ans de mariage, fruit d'une idylle universitaire, et une fortune colossale dans la tech, estimée à plus d'1 milliard de dollars. Tel était le monde d'Alex et Clara Harrington. De l'extérieur, un conte de fées. Mais les contes de fées peuvent parfois être les histoires de fantômes les plus terrifiantes. En une seule nuit, leur univers s'est effondré à cause de 3 mots simples, mais dévastateurs, elle est enceinte. Ce n'est pas qu'une simple histoire d'infidélité. C'est l'histoire d'un homme qui a tout sacrifié pour un mensonge. Et d'une femme qui a dû tout perdre pour se retrouver. Ce qui se produit après la tempête réserve une surprise de taille, que personne, et surtout pas le milliardaire qui pensait avoir tout pour être heureux, n'avait vu venir. Aimez cette vidéo si vous vous êtes déjà senti trahi. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui vous feront réfléchir. L'atmosphère de la salle à manger minimaliste en marbre était si chargée de non-dits qu'il était difficile de respirer. Clara observait son mari, Alex, faire tournoyer le vin rouge dans son verre, le cristal captant la lumière du lustre hors de prix qui les surplombait. C'était une scène d'une perfection opulente, méticuleusement orchestrée comme tout le reste de leur vie depuis l'entrée en bourse de sa société, Innovat Dynamics. Il avait le monde à ses pieds. Et elle était censée l'avoir aussi, mais depuis 6 mois, elle vivait avec un fantôme. Une version d'Alex physiquement présente, mais émotionnellement à des années-lumière. Son rire n'illuminait plus son regard. Son toucher était un geste fugace et distrait, et son téléphone était devenu le prolongement de sa main, protégé avec une férocité frôlant la paranoïa. « Tu es resté silencieux toute la soirée », dit Clara, sa voix douce contrastant avec le silence abyssal. Elle choisit ses mots avec soin. Une accusation était une attaque personnelle qu'elle ne pouvait se permettre de provoquer. Pas encore. Alex ne leva pas les yeux. Il avait beaucoup de choses à penser. Les prévisions pour le 4e trimestre sont excessives. C'était toujours le travail. L'excuse parfaite et irréfutable. Pendant des années, elle avait été sa partenaire silencieuse dans ce travail. C'est elle qui avait lu ses plans d'affaires dans leur minuscule appartement d'après-université, qui avait dessiné le premier logo d'Innovat Dynamics sur son vieux portable, qui avait fêté sa première levée de fonds avec une bouteille de champagne à 5 $. Elle avait mis sa propre carrière prometteuse de graphiste entre parenthèses pour soutenir son rêve. Maintenant, son rêve était une réalité multimilliardaire qui ressemblait davantage à une prison pour elle. J'ai vu une dépense sur le relevé de cartes. Cartier, commença-t-elle, le cœur battant la chamade. Je croyais que mon anniversaire était dans 3 mois. Sa main se figea. Le tourbillonnement du vin s'arrêta net. Lentement, il posa le verre sur la table. Le cliquetis du cristal et du chêne poli était anormalement fort. Finalement, il leva les yeux, et l'homme qui la regardait n'était pas le garçon chaleureux et ambitieux dont elle était tombée amoureuse. C'était un inconnu. Ses yeux avaient l'éclat froid et dur de l'acier poli. Il faut qu'on parle, Clara. Et voilà, les 4 mots qui annoncent toujours un cœur brisé. Je n'ai pas été juste avec toi, commença-t-il. Une phrase tellement répétée qu'elle en devenait insultante. Je suis malheureux depuis quelque temps. Malheureux? Le mot semblait étranger. Absurde. Ils avaient tout ce qu'on pouvait désirer. Malheureux de quoi, Alex? Le jet privé. La maison au bord du lac Tao. La vie dont tu as toujours rêvé. Ce n'est pas ça le problème, rétorqua-t-il sèchement, perdant son sang-froid un instant. Ce ne sont pas les choses matérielles qui comptent. Alors, de quoi s'agit-il, murmura-t-elle, une panique glaciale lui parcourant l'échine. Il prit une profonde inspiration. Le genre d'inspiration qu'un homme prend avant d'exécuter une décision mûrement réfléchie. Elle s'appelle Brooke. Elle travaille au marketing dans l'entreprise. Le nom planait dans l'air, comme une vapeur toxique. Brooke, une jeune femme de 26 ans aux yeux pétillants et à l'ambition dévorante, Clara l'avait repérée à des kilomètres. Elle avait remarqué le regard que Brooke posait sur Alex sur les photos professionnelles. La main qui s'attardait sur son bras, le rire un peu trop sonore. Clara avait mis ça sur le compte de l'ambition d'une arriviste. Tragiquement, elle avait sous-estimé la situation. « Tu as une liaison », dit Clara d'une voix neutre, dénuée de l'émotion qui la submergeait. C'était comme un barrage retenant un tsunami de douleur. « C'est plus que ça », répondit-il.
Et le barrage céda. Brooke est enceinte. Le monde bascula sur son axe. Le lustre sembla vaciller, sa lumière se fragmentant en une myriade d'éclats aveuglants. Enceinte. Ce mot fut un coup de poing qui lui coupa le souffle. Ils essayaient d'avoir un enfant depuis 2 ans. 2 ans d'examens invasifs, de rendez-vous programmés et de déceptions silencieuses et accablantes chaque mois. Les médecins avaient suggéré avec douceur que cela était probablement dû au stress incessant d'Alex et à un problème que l'argent ne pouvait résoudre. Et maintenant, ça. Son choc laissa place à une vague de fureur incandescente. « C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui nous as fait ça, s'écria-t-elle. Je sais, répondit-il. Et le plus exaspérant fut cette lueur de soulagement dans ses yeux. Il était heureux que le secret soit gardé. Je suis désolé de la façon dont ça s'est passé, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Je me sens vivant avec elle. Clara, je suis heureux. Alors, que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Que veux-tu? Je veux divorcer, dit-il. Ces mots étaient aussi propres et stériles qu'un scalpel. J'ai déjà dit à mon avocat, Maître Thompson, de préparer les papiers. C'est une offre très généreuse. Tu seras bien prise en charge. Généreuse. Elle laissa échapper un rire qui ressemblait plus à un sanglot. Tu crois pouvoir mettre un prix sur 10 ans de ma vie, sur la carrière que j'ai sacrifiée pour toi, surtout? Ne sois pas dramatique, dit-il d'une voix de plus en plus dure. Le PDG était de retour. C'est une transaction maintenant. Je te donne l'appartement d'Atherton en guise de règlement. 5 millions de dollars. C'est fait. 5 millions de dollars. Pour lui, c'était une broutille. Pour elle, c'était une insulte déguisée en salaire. C'était le prix de son silence, de sa dignité. Je veux que tu quittes la maison, Clara, poursuivit-il en se levant. Le coup de grâce. Brooke va emménager. Son état est fragile et je ne veux pas lui causer de stress supplémentaire. Tes affaires sont déjà emballées. Elles sont dans l'aile des invités. Une voiture viendra demain matin vous emmener à l'appartement. Il ne voulait pas seulement divorcer. Il voulait l'effacer de sa vie. Il remplaçait l'ancien modèle par le nouveau. Et il voulait que le showroom soit vidé immédiatement. Elle le regarda. Le regarda. Le regarda vraiment. Et elle vit toute l'horreur de sa trahison. Il avait tout planifié. Les valises, l'avocat, l'appartement. Ce n'était pas un aveu. C'était un avis d'expulsion. Sa fureur se figea en une force froide et dure. Sors, hurla-t-elle, la voix rauque, et elle se leva si brusquement que sa chaise grinça violemment sur le sol. Je ne me laisserai pas jeter de chez moi en pleine nuit comme un déchet. Je partirai demain matin, comme tu l'as si généreusement arrangé, mais pour ce soir, tu ne seras pas sous ce toit. Il alla la voir pour la première fois. Une lueur d'incertitude traversa son visage. Il vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pas seulement de la douleur, mais une détermination glaciale, implacable. Il ouvrit la bouche pour protester, puis se ravisa. Sans un mot de plus, il se retourna et quitta la salle à manger. Quelques instants plus tard, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, suivie du rugissement de sa McLaren qui s'éloignait dans l'allée. Clara se tenait seule dans l'immense pièce silencieuse. Le repas à moitié consommé, une parodie d'une vie qui n'existait plus. Elle se laissa retomber dans son fauteuil, le froid finissant par la transpercer jusqu'aux os. Son mariage était terminé. Sa maison avait disparu. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, avait été complètement et irrémédiablement anéantie. L'appartement d'Atherton était magnifique, bien sûr. Tout de verre et de chrome, avec une atmosphère stérile et impersonnelle qui criait « logement d'entreprise ». Alex l'avait acheté 1 an auparavant à titre d'investissement. Clara comprenait maintenant sa véritable vocation, une cellule de détention pour son épouse répudiée. Les cartons contenant ses affaires, vêtements, livres, objets personnels trônaient au milieu du salon, un triste monument de carton à sa vie passée. Les objets du manoir, les meubles qu'elle avait laissés derrière elle, les œuvres d'art qu'ils avaient collectionnées, choisies par la famille, restèrent sur place. Elle ne put emporter que ses effets personnels. La première semaine, Clara resta presque immobile, plongée dans un brouillard gris de choc et de chagrin. Son sommeil était bref et saccadé, hanté par des cauchemars où Alex apparaissait, et Brooke,
enceinte et souriante, redécorant sa maison. Elle se réveillait en sursaut, rongée par la douleur fantôme de la trahison, une douleur physique lancinante à la poitrine. Son téléphone était un supplice constant. Les nouvelles circulaient vite dans leur entourage. Les messages de sympathie de ses amis sonnaient comme de la pitié. Le silence des autres, comme un jugement. Puis vinrent les publications sur les réseaux sociaux. Sans même chercher la discrétion, Brooke publia une photo de sa main, une énorme bague de fiançailles en diamant à son doigt, posée sur celui d'Alex. La légende disait, un nouveau chapitre avec mon âme sœur. Âme sœur. Ce mot était une lame. Quelques jours plus tard, un site de potins publia des photos de main dans la main, sortant d'une boutique de puériculture haut de gamme sur la rue principale de Palo Alto. La main d'Alex elle reposait, protectrice, sur le ventre à peine visible de Brooke. Il semblait plus heureux que Clara ne l'avait vu depuis des années. Chaque image, chaque publication était une nouvelle vague de souffrance. Elle était remplacée en temps réel. Sa vie avec Alex était systématiquement réécrite. Son seul espoir était sa meilleure amie Sarah, une journaliste perspicace et directe, qui n'avait jamais apprécié le nouvel Alex. Sarah arriva le deuxième jour avec 2 énormes sacs de course, une bouteille de très bonne tequila et un regard de fureur justifié. « Ce salaud !» s'exclama Sarah, ignorant les salutations, avant de claquer les sacs sur le comptoir du cours. « Je te jure, Clara, si je le vois, je pourrais bien commettre un crime. » Clara secoua simplement la tête, se serrant davantage dans une couverture. Tout est réel. Elle l'avait vu comme une cible et elle avait gagné. Non, dit Sarah d'une voix plus douce en posant une main sur l'épaule de Clara. Elle ne l'avait pas fait. Elle n'a pas gagné. Elle vient de révéler sa véritable identité. Tu n'as pas perdu un mari, mon ami. Tu as perdu un parasite qui s'est nourri de ta bonté pendant 10 ans. Sarah est restée avec Clara pendant 3 jours, la forçant à manger, à se doucher, et absorbant son cycle incessant de souffrance et de rage. Elle a supprimé les applications de réseaux sociaux de Clara et a répondu aux appels de proches inquiets. Pendant ce temps, Alex était au sommet de sa gloire. Lui et Brooke formaient le nouveau couple star. Il a organisé une fête somptueuse dans le manoir pour célébrer leur fiançailles et l'arrivée imminente du bébé. Il a fait un don colossal à l'hôpital pour enfants de San José en leur nom. Une opération de relations publiques tellement flagrante qu'elle en était insultante. Son associé, David, a appelé Clara une fois, la voix empreinte de remords sincères. « Je suis vraiment désolé, Clara, » a dit David à voix basse. « J'ai essayé de lui parler. Ce n'est plus l'homme que nous connaissions. Cette fille, Brooke, le tient complètement sous son emprise. Il s'aliène tout le monde. Il prend des décisions professionnelles irréfléchies. Il est persuadé d'être infaillible. »« Merci d'avoir appelé, David, » a répondu Clara. Dit-elle d'une voix creuse. Ça compte beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, un témoin de moralité, des documents financiers, il suffit de le demander. Elle savait que c'était une offre risquée pour lui, un défi direct à son partenariat avec Alex. C'était un maigre réconfort de savoir que tout le monde n'était pas aveuglé par la nouvelle vie d'Alex. Le pire moment fut atteint 2 semaines après son départ. Submergé par les documents juridiques de l'avocat d'Alex, un homme dont la correspondance était aussi froide que le cœur de sa cliente, Clara découvrit un vieux portfolio rangé dans un carton. C'était son portfolio d'art de l'université et des années suivantes. À l'intérieur, des croquis, des concepts de design et des impressions numériques aux couleurs éclatantes. C'était la relique d'une autre femme, une femme avec des rêves qui n'avaient rien à voir avec le fait de soutenir ceux de quelqu'un d'autre. Elle se souvint de son projet de fin d'études, une série de peintures numériques complexes explorant le concept du kinuji, l'art japonais de réparer la poterie brisée avec de l'or, faisant des fissures une partie intégrante de son histoire et de sa beauté. L'ironie était si profonde qu'elle la rendait malade. La voilà, brisée en 1000 morceaux, sans or. Elle entrevoyait la possibilité de se reconstruire. Elle se laissa glisser au sol, s'appuyant contre la paroi de verre froide, contemplant une ville qui lui paraissait désormais étrange et hostile. Son portfolio était ouvert sur ses genoux. Les larmes qu'elle retenait enfin jaillirent, non pas comme un doux filet, mais comme une tempête déchirante et purificatrice. Elle pleurait la jeune fille amoureuse, la femme qui avait trop sacrifié, et l'avenir volé. Le vide de l'appartement faisait écho au sien. Elle était totalement seule, un fantôme dans une vie qui aurait dû être la sienne.
Le son de ses sanglots était la seule preuve de sa présence. Après le déferlement de larmes, un calme étrange s'installa. C'était le silence d'un champ de bataille après les combats. Un paysage de désolation, certes, mais un paysage tout de même. Pour la première fois depuis des semaines, Clara se réveilla non pas avec un sentiment d'angoisse, mais avec une sensation de vide étrangement fertile. C'était la page blanche de celle qui n'a plus rien à perdre. Ce matin-là, elle avait appelé Sarah. « J'ai besoin d'un avocat. » Sa voix était rauque mais ferme. Pas n'importe quel avocat. « J'ai besoin d'un requin. » Sarah, toujours pleine de ressources, avait un nom. Victoria Sterling. On l'appelait la lionne. Elle dévore les magnats arrogants de la tech au petit déjeuner. Obtenir un rendez-vous est difficile, mais je vais passer quelques coups de fil. 2 jours plus tard, Clara était assise dans un fauteuil en cuir moelleux, dans un bureau d'un gratte-ciel surplombant la skyline de San Francisco. Victoria Sterling, la cinquantaine bien sonnée, avait des yeux perçants et intelligents et portait un tailleur sur mesure qui avait probablement coûté plus cher que la première voiture de Clara. Elle écouta toute l'histoire sans l'interrompre, son expression indéchiffrable. Quand Clara eut fini, la voix brisée par le récit de l'expulsion, Sterling se contenta d'acquiescer. Monsieur Montgomery et son avocat, Maître Thompson, partent du principe que vous êtes une épouse endeuillée et docile qui acceptera la première offre pour éviter une bataille publique houleuse, dit Sterling d'une voix calme et posée. C'est une stratégie courante et souvent efficace. Il compte sur votre désarroi pour vous faire perdre la tête, dit-elle en tapotant du doigt, d'une manucure impeccable, l'offre de divorce envoyée par l'avocat d'Alex. 5 millions de dollars, ça paraît une somme considérable pour la plupart des gens, mais après 10 ans de mariage avec un homme dont la capitalisation boursière dépasse actuellement les 12 milliards de dollars, une entreprise que vous avez contribué à fonder. C'est, pour le moins, une insulte. Clara ressentit une lueur de satisfaction. Il a dit que j'avais renoncé à ma carrière de mon plein gré. Bien sûr. Sterling eut un petit ricanement. Avez-vous signé un contrat de mariage? Non, répondit Clara. Nous avions 22 ans. Nous n'avions rien d'autre que des dettes étudiantes et une pizza à partager. Un lent sourire se dessina sur le visage de Victoria Sterling. Alors, nous ne sommes pas là pour accepter un accord, Madame Harrington. Nous sommes là pour réclamer votre part légitime d'un bien matrimonial. Vous n'étiez pas seulement l'épouse dévouée. Vous étiez une contributrice non reconnue et non rémunérée. Fondatrice. Avez-vous conçu le logo original? Avez-vous participé aux premières réunions stratégiques? Avez-vous reçu des investisseurs potentiels chez vous? Oui, tout cela. Excellent, dit Sterling en se penchant en avant. Oubliez les 5 millions. Nous allons porter plainte pour obtenir 15% des parts d'Innovat Dynamics. Nous allons assigner son associé, David, à comparaître. Nous allons faire appel à des experts comptables. Nous allons clairement faire comprendre qu'une bataille judiciaire publique, interminable et profondément humiliante coûtera bien plus cher au cours de l'action de son entreprise qu'un partage juste et équitable des actifs. Pour la première fois depuis un mois, Clara ressentit une vague d'émotion autre que de la douleur. C'était de la puissance. C'était la sensation de reprendre le contrôle. D'accord, dit-elle d'une voix plus assurée. Allons-y. En quittant le bureau de Sterling, Clara sentit l'atmosphère changer. La ville ne lui paraissait plus hostile. Elle semblait pleine de promesses. Ce soir-là, au lieu de se cacher sous une couverture, elle déballa son ancien poste de travail, une tablette graphique haut de gamme et un ordinateur puissant. Des cadeaux d'Alex, à l'époque où il voyait encore en son talent un atout, et non un simple passe-temps. Elle les dépoussiéra, les brancha et ouvrit une page blanche. Devant l'écran blanc, elle repensa à son projet de Kinuji de ses années d'université. L'idée de la fragilité sublimée. Sa propre vie était comme un vase brisé. Et si elle pouvait la recoller? Non pas cacher les fissures, mais les illuminer. Ses doigts se mirent à parcourir la tablette. Elle ne dessinait pas. Elle fracturait. Elle traçait des lignes brisées, irrégulières, dures et violentes. Puis, dans les interstices, elle se mit à peindre, non pas avec de l'or, mais avec des couleurs vibrantes et audacieuses. Elle déversa toute sa douleur, sa rage et son angoisse sur la toile numérique. Le résultat était chaotique, brut et d'une beauté saisissante. Un autoportrait d'une âme brisée. Elle travailla des heures durant,
perdant la notion du temps, portée par le café et une détermination sans faille. Elle créa une seconde œuvre, représentant cette fois une cage dorée, la porte arrachée de ses gonds, une plume solitaire s'envolant au loin. Une troisième montrait un cœur de verre, fendu en deux, d'où jaillissait une vie impitoyable et épineuse, s'épanouissant en fleurs impossibles. Elle créa une collection de 12 pièces, qu'elle baptisa « collection brisée ». Chacune racontait une histoire, un instant de sa douleur transformée en art. Sur un coup de tête, se souvenant de l'essor du marché de l'art numérique, elle les créa en NFT, un univers qu'elle connaissait un peu pour l'avoir écouté parler sans cesse de la technologie blockchain par Alex. Elle créa un profil discret sous le pseudonyme de Quintuji et mit sa collection en vente. Elle n'attendait rien de cette initiative. C'était simplement un acte de catharsis, une façon de libérer le poison qui coulait dans ses veines. Elle avait pris les fragments de sa vie brisée et avait commencé à construire quelque chose de nouveau. Ce n'était pas un foyer. Ce n'était pas un mariage, mais c'était le sien. C'était le premier fil d'or d'une tapisserie qu'elle n'avait pas encore pleinement imaginée. Et lorsqu'elle s'endormit enfin, épuisée mais lucide, elle réalisa qu'elle n'avait pas pensé à Alex ni à Brooke pendant 6 heures entières. C'était un début. Laissez vos commentaires. Pensez-vous que l'art puisse être une forme de guérison? Alex Harrington croyait avoir bâti la vie parfaite. Sa fiancée, Brooke, brillante, belle et aimante, vivait dans son palais. Son entreprise prospérait et le léger désagrément de son divorce était géré par les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter. À ses yeux, il était intouchable, mais le paradis avait un prix, et Brooke était passé maître dans l'art de gonfler la facture. Sa santé fragile devenait une justification infaillible pour tous ses caprices. La chambre du bébé dut être redécorée 3 fois par un décorateur d'intérieur de renom. Il lui fallait une nouvelle Mercedes classe G car sa McLaren était trop agressive pour le bébé. Sa garde-robe fut entièrement renouvelée par des vêtements de maternité de créateurs haut de gamme. Au début, Alex était ravi de lui faire plaisir. Cela faisait partie de son fantasme de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille, de les combler des fruits de sa réussite. Mais son matérialisme était implacable, et il s'accompagnait d'un nouveau trait désagréable, le contrôle. Elle contrôlait son agenda social, insistant pour qu'il n'assiste qu'à des événements bénéficiant d'une couverture médiatique positive. Il s'agit de construire notre image de famille, chérie, lui disait-elle, flattant son ego tout en l'isolant subtilement. Les vieux amis comme David furent relégués au second plan. Brooke les trouvait moroses et peu encourageants. « Pourquoi parles-tu encore à David ?» demanda-t-elle un soir, en faisant défiler son téléphone tandis qu'Alex essayait de décompresser après une journée stressante. « Ils sont clairement du côté de Clara. C'est une mauvaise énergie pour le bébé. »« David est mon associé et mon plus vieil ami », rétorqua Alex d'un ton un peu plus sec qu'il ne l'aurait voulu. « Nous avons bâti l'entreprise ensemble, et maintenant nous bâtissons une famille ensemble, dit-elle en posant une main sur son ventre. L'atout ultime. Les priorités changent, Alex. Il laissa tomber. Mais la conversation laissa un goût amer. David avait été son témoin. C'était lui qu'Alex avait appelé, tremblant de tous ses membres. L'excitation qui avait suivi l'obtention de son premier financement avait vite laissé place à une énergie négative. Les failles commencèrent à apparaître d'autres manières. Brooke semblait avoir une aversion presque maladive pour son passé. Quand Alex l'interrogeait sur sa famille, ses réponses étaient vagues et contradictoires. Ses parents étaient retraités et voyageaient, ou bien ils menaient une vie paisible, loin de tout. Elle n'avait pas d'anciens amis à lui présenter, prétextant s'être éloignée de nombreuses personnes toxiques lorsqu'elle avait décidé de se consacrer sérieusement à sa carrière. Tout cela paraissait plausible en apparence, le récit d'une femme qui a réussi par elle-même, mais sonnait creux, comme une histoire inventée pour un personnage de film. L'incident le plus troublant se produisit lors d'une échographie de routine. La doctoresse, une femme enjouée nommée Dr Robertson, montrait les traits du bébé sur l'écran. « Et voici le cœur qui bat, fort et régulier à X battements par minute, dit-elle. Tout semble parfaitement normal pour 22 semaines. » Alex sourit en serrant la main de Brooke, mais elle ne fit qu'un sourire crispé. « 22 semaines ? Vous en êtes sûr ? Mon ancien médecin, le docteur Mason, pensait que j'étais un peu plus avancé dans ma grossesse. Le docteur Robertson a consulté mon dossier. Eh bien, toutes les mesures correspondent à la date de conception, vers la mi-février. Le docteur Mason est-il votre gynécologue obstétricien habituel ? Oh,
Il était juste à la clinique où j'étais quand j'ai appris la nouvelle, dit rapidement Brooke en jetant un regard nerveux à Alex. C'était juste un petit contrôle avant de te voir. Alex n'y prêta pas attention sur le moment, absorbé par l'émerveillement de voir son fils à l'écran, mais ce détail s'y accrocha. Mi-février, lui et Brooke avaient commencé leur liaison en janvier, mais de façon sporadique. Il avait été en voyage d'affaires pendant les 2 premières semaines de février, pour une importante conférence technologique en Allemagne. Il en était certain. La date était proche. Très proche. Il essaya d'aborder le sujet avec désinvolture sur le chemin du retour. Je ne savais pas qu'on était ensemble mi-février. Je croyais être à Berlin tout ce temps. Brooke laissa échapper un rire fragile. Oh, mon chéri, avec ton emploi du temps de fou. Tu es rentré le 14. Tu te souviens de la Saint-Valentin? Tu avais dit que tu devais être de retour pour une réunion cruciale. Tu es venu chez moi ce soir-là. C'était si romantique. Il fouilla dans sa mémoire. Il était bien rentré pour une réunion cruciale. Mais était-il allé chez elle? Les jours se confondaient dans un brouillard de décalage horaire et de travail. C'était possible. Son assurance semblait dissiper son doute passager. Mais le germe était semé. Une petite lueur insidieuse de méfiance. Il commença à remarquer des détails. La façon dont elle détournait son téléphone de lui lorsqu'elle envoyait des SMS. Un appel téléphonique chuchoté qui s'était brutalement interrompu lorsqu'il était entré dans la pièce, prétendant que c'était juste sa mère. Un soir, il rentra plus tôt que prévu et la trouva en pleine dispute téléphonique dans le jardin. Il n'entendait pas les mots, mais son langage corporel était tendu, empreint de colère. Lorsqu'elle le vit, elle raccrocha immédiatement, le visage blême. « Qui était-ce » demanda-t-il d'un ton léger. « Juste un télévendeur » mentit-elle en forçant un sourire éclatant. Incroyablement persistante. Vous savez comment ils sont, il savait qu'elle mentait. Et à cet instant précis, debout sur la pelouse parfaitement entretenue de sa maison parfaite, regardant Alex sentit une vague de panique lui nouer l'estomac, lui, sa fiancée parfaite. Le paradis qu'il s'était construit commençait à ressembler à un décor de théâtre élaboré, et il se demandait s'il n'était pas le seul à ignorer le scénario. Le doute qui s'insinuait dans son esprit s'envenimait. Ces mensonges, autrefois si faciles à ignorer, résonnaient désormais dans l'immensité silencieuse du manoir. Il commença à y prêter plus attention, non pas comme un fiancé dévoué, mais comme un PDG analysant une potentielle menace pour la sécurité. L'élément déclencheur de son enquête fut étonnamment banal. Il cherchait un chargeur d'iPad dans le tiroir du côté du lit de Brooke, sous une pile de magazines, lorsque ses doigts effleurèrent un autre téléphone. C'était un modèle ancien, qu'il ne reconnaissait pas. Son cœur battait la chamade. Il n'y avait aucune raison valable pour qu'elle possède un deuxième téléphone secret. Les mains tremblantes, il le prit. Il était protégé par un mot de passe, bien sûr, mais on ne peut pas tout prévoir. Il essaya sa date de naissance. Sans succès. Il essaya le sien, rien. Il essaya la date prévue de l'accouchement. L'écran se déverrouilla. Il sentit un frisson le parcourir. Son téléphone était une véritable mine d'or de mensonges. Des échanges de SMS datant de plusieurs mois s'y trouvaient, avec un contact simplement identifié par monsieur. Les conversations étaient d'une familiarité écœurante, remplies de surnoms affectueux et de blagues privées. Mais ce sont les discussions financières qui le rendirent malade. Il t'a déjà acheté la bague? Il faut qu'elle fasse au moins 5 carats. Ne te contente pas de moins, Brooke. J'y travaille. Il est tellement obsédé par ce bébé miracle. Il m'achèterait tout le magasin si je pleurais un peu. Le loyer est dû. Tu as reçu le virement? Brooke l'a envoyé ce matin. Elle lui a dit que c'était pour une retraite de bien-être prénatal. Il n'a même pas sourcillé. Puis vint le message qui fit voler son monde en éclats, fin février. Tu es sûr que ça va marcher? Le timing est risqué. S'il découvre que c'est le mien, Brooke, il était à l'étranger. Ses souvenirs de cette semaine sont flous. Il désire cet enfant plus que tout. Il croira ce qu'il veut croire. Il faut juste s'en tenir à cette histoire. Notre enfant aura la vie que nous méritons. Marc, je te le promets. Marc. L'enfant était de Marc. Alex affaissa sur le bord du lit. Le téléphone lui pesait comme du plomb dans la main. Il avait du mal à respirer.
Chaque geste d'amour, chaque instant de joie partagé pour son enfant n'était qu'un mensonge. Il ne fondait pas une famille. Il finançait celle de quelqu'un d'autre. Il était la victime de l'escroquerie intime la plus élaborée qui soit. La fureur qui monta en lui était volcanique, consumant la moindre trace d'affection qu'il avait pu éprouver pour Brooke. Il lui fallait des preuves. Des preuves concrètes, irréfutables. Il se souvint de la proposition de David, des mois plus tôt. Ravalant sa fierté, il appela. « David, dit-il d'une voix étranglée. J'ai besoin de ton aide. » C'est à propos de Brooke. David écouta patiemment Alex raconter sa découverte. Sa voix était dénuée de tout jugement. « Je te l'ai dit, c'est juste un ami. J'ai un contact, finit par dire David. Un détective privé, très discret, très consciencieux. Il s'appelle Robert Vance. Je t'envoie son numéro. » Tandis que le monde d'Alex s'écroulait, celui de Clara s'épanouissait d'une manière insoupçonnée. Sa collection de NFT, la collection brisée, était devenue virale. Elle fut repérée en premier par un blogueur d'art influent qui écrivit un article remarquable sur la puissance émotionnelle brute de l'artiste anonyme Kinuji. Dans un monde de singes caricaturaux et de mèmes pixelisés, on pouvait lire sur le blog. L'œuvre de Kinuji est une véritable explosion d'émotions humaines authentiques. Elle témoigne du pouvoir magnifique et bouleversant de transformer la douleur en article. Ce n'est pas simplement de l'art numérique. C'est une âme numérique mise à nu. Dès lors, le succès fut fulgurant. La collection fut épuisée en une semaine, atteignant des sommes qui ont suscité l'intérêt des millionnaires en crypto-monnaies et des collectionneurs d'art traditionnels, tous prêts à se l'arracher. L'anonymat n'a fait qu'attiser la curiosité. Qui était Kinuji? Quelle était l'histoire derrière cette souffrance? Bientôt, les plus grandes publications artistiques s'intéressèrent à elle. Une galerie du quartier des Arts de San Francisco la contacta pour lui proposer une exposition personnelle, une présentation physique de son œuvre numérique sur des écrans haute définition. Clara, avec les conseils avisés de son avocate, Victoria Sterling, devenue une conseillère de confiance, créa une entreprise. Elle recruta une petite équipe. Elle utilisa les bénéfices des ventes de NFT pour investir discrètement dans une start-up de technologie créative spécialisée dans les expériences d'art numérique immersive. Elle n'était plus l'épouse délaissée vivant dans un appartement. Elle s'appelait Kinuji, une artiste reconnue. Investisseuse, elle était maîtresse de son destin. Elle avait encaissé l'affront des 5 millions de dollars et s'apprêtait à en faire un empire de 50 millions. Pendant ce temps, Alex restait complètement inconscient de la situation. Sa douleur n'avait pas été qu'une simple catharsis. Elle était devenue son capital. Et il était sur le point de rapporter des dividendes qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Abonnez-vous à la chaîne si vous pensez que la meilleure vengeance est le succès. Robert Vance, le détective privé, était un homme qui semblait se fondre dans le décor. Moyen en tout point, ce qui, dans son métier, le rendait exceptionnel. Il rencontra Alex dans un restaurant sans charme particulier, griffonna les détails en quelques grognements discrets et promit de le recontacter. Moins de 48 heures plus tard, le premier courriel arriva. C'était une enquête de moralité sur Brooke Adams. Son vrai nom était Brooke Kowalski. Ses parents n'étaient pas des nomades. Il vivait dans la banlieue de Valencia, en Californie, et son père était facteur retraité. Elle avait une montagne de dettes de cartes de crédit datant de 3 ans, dont la majeure partie avait mystérieusement disparu au cours des 6 derniers mois. Elle avait une relation intermittente avec un homme nommé Mark Sanchez, moniteur de fitness à temps partiel et aspirant acteur. Une photo était jointe. C'était un homme qu'Alex avait déjà vu, un beau garçon au physique banal, rencontré à la salle de sport où Brooke avait insisté pour qu'elle s'inscrive. Le deuxième courriel arriva le lendemain, c'était la confirmation. Vance, par des moyens qu'Alex préférait ignorer, avait obtenu une copie du formulaire d'admission de la première clinique dont Brooke avait parlé au docteur Robertson. Elle avait indiqué un contact d'urgence. Le nom était Mark Sanchez. La relation était décrite comme « partenaire », mais Vance n'en avait pas fini. La dernière pièce du rapport était une série de photos prises au cours des 2 derniers jours. Elle montrait Brooke rencontrant Mark Sanchez dans un parc de San Francisco. Sur les photos, ils ne se contentaient pas de discuter, ils s'embrassaient. Sur l'une d'elles, la main de Mark reposait sur le ventre arrondi de Brooke, et son regard exprimait une affection sincère. Son visage. Il regardait son fils.
Alex sentit un calme étrange et glacial l'envahir. La rage était toujours là, une flamme bouillonnante au plus profond de lui, mais en surface, son esprit était d'une clarté limpide. Le PDG avait pris le contrôle. Ce n'était plus une trahison personnelle. C'était une prise de contrôle hostile de sa vie, et il s'apprêtait à liquider les actifs. Il rentra chez lui ce soir-là et fit comme si de rien n'était. Il lui demanda comment s'était passée sa journée, lui massait les pieds et l'écoutait. Elle se plaignait du traiteur pour la fête prénatale. Il joua une dernière fois le rôle du parfait imbécile. Chaque mot était un mensonge, chaque geste une mise en scène. Pendant tout ce temps, il préparait tout. Le lendemain, il annonça à Brooke une surprise, une dernière escapade romantique avant l'arrivée du bébé. Une voiture viendrait les chercher à 18h pour un vol privé. Folle de joie, elle se précipita aussitôt pour faire ses valises. À 17h, Alex se tenait au milieu du vaste salon. Sur la grande table basse en marbre, il avait disposé des tirages de photos d'elle et de Marc. Il posa le téléphone jetable à côté, et juste à côté, une copie du formulaire d'admission à la clinique. Brooke descendit les escaliers, rayonnante dans sa nouvelle robe de créateur, un petit sac de voyage de luxe à la main. « Je suis prête, chérie. »« Où allons-nous ?»« On ne va nulle part, Brooke, » répondit Alex d'une voix monocorde, sans la moindre chaleur. Son sourire s'effaça. « Que veux-tu dire ? » ?»« La voiture est presque là. »« J'ai annulé la voiture, » dit-il en désignant la table basse. « Je pense que tu devrais regarder ça. » Ses yeux suivirent son geste. Elle vit les photos. Elle se décomposa, le visage blafard. Elle aperçut le téléphone et eut l'air d'être prise de nausée. Son monde, si soigneusement construit, s'effondrait sous ses yeux. « Alex, je peux t'expliquer, » balbutia-t-elle en portant la main à son ventre. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Oh, je crois que c'est exactement ce que tu crois, » dit-il d'une voix dangereusement basse. « On dirait une arnaque. On dirait une vaste escroquerie. On dirait que toi et ton petit ami Marc avez concocté un plan dégoûtant pour me dépouiller de tout ce que j'ai. Non, ce n'est pas son bébé. C'est le tien. » Hurla-t-elle, les larmes aux yeux, mais la comédie était terminée. Il pouvait lire la terreur derrière ses larmes. « Arrête, » ordonna-t-il, son seul mot claquant comme un fouet dans le silence de la pièce. « Arrête, tout simplement. Je sais tout. Je sais pour le téléphone. Je sais pour l'argent que tu lui as envoyé. Et je sais que ce bébé, le bébé que j'attendais avec tant d'impatience, le bébé que j'allais aimer et élever, est le sien. » Son masque s'effondra complètement. Ses larmes désespérées se transformèrent en un grognement. « Très bien, cracha-t-elle, la voix chargée de venin. « Très bien, il est à lui. Et tu sais quoi ? Il vaut 10 fois mieux que toi. Toi et ton précieux argent. C'est tout ce que tu es, Alex. Un compte en banque ambulant. Tu es tellement arrogant que tu n'as même pas pu, regarde ce qui était juste sous ton nez. Sors, dit-il d'une voix à peine audible. Quoi ? Sors de chez moi, rugit-il, sa voix résonnant sur le marbre et le verre. Il désigna la porte du doigt. Tu peux prendre tes vêtements de Marc et ton argent sale, mais tu dégages dans 10 minutes. La sécurité arrive. Si tu n'es pas parti à leur arrivée, tu seras expulsé pour violation de domicile. Elle le fixa, la poitrine haletante, le visage déformé par une haine pure. Elle ouvrit la bouche pour ajouter quelque chose, mais elle vit la détermination dans son regard. Il n'y avait pas de négociation possible. Elle se retourna, attrapa son sac et sortit en trombe, claquant la porte si fort qu'un tableau heurta le mur. Alex resta seul dans l'immense pièce. Le silence était absolu. Il contempla la maison qu'il avait construite, la vie qu'il avait détruite, l'avenir dont il avait rêvé. Tout avait disparu. Tout n'avait été qu'un mensonge. Il avait gâché 10 ans de loyauté, d'amour véritable pour une contrefaçon bon marché et flagrante. Il s'affala sur son canapé et se prit la tête entre les mains. Il n'était pas roi dans son château. Il était un imbécile dans un musée vide, témoin de ses propres erreurs. Et pour la première fois depuis le départ de Clara, il ressentit une douleur si profonde. Une douleur physique. Ce n'était pas seulement la douleur d'avoir été escroqué. C'était le poids écrasant, suffocant, de sa propre stupidité monumentale.
Les mois qui suivirent le départ fracassant de Brooke se fondirent en une longue période grise et monotone pour Alex. Le manoir caverneux d'Atherton, jadis symbole de son triomphe, était devenu son tombeau. Le silence y avait élu domicile, une présence assourdissante et suffocante. Il arpentait les couloirs de marbre, ses pas résonnants, et voyait des fantômes à chaque coin de rue. Le fantôme de la douce chaleur de Clara dans la bibliothèque. Le fantôme du rire strident de Brooke au bord de la piscine. Le fantôme de l'homme qu'il avait été, reflété dans chaque surface réfléchissante. Sa vie professionnelle commençait à refléter sa déchéance personnelle. La concentration extrême l'énergie qui avait propulsé Innovat Dynamics vers des sommets stratosphériques avait disparu, remplacée par une léthargie distraite et irritable. Il assistait aux réunions du conseil d'administration, les yeux rivés sur des tableurs et des projections. Mais son esprit était ailleurs, hanté par la double trahison, celle qu'il avait commise et celle qu'il avait subie. Son équipe l'a remarqué. Ses investisseurs l'ont remarqué. Le marché, bête impitoyable et sans scrupules, l'a certainement remarqué. Pour la première fois depuis son introduction en bourse, Innovat Dynamics n'a pas atteint ses objectifs de bénéfices trimestriels. Ce n'était pas un échec catastrophique, mais une fissure dans la façade immaculée d'invincibilité qu'il avait si soigneusement construite. L'action, qui avait jadis décollé, a commencé à stagner, puis à chuter. Des rumeurs ont commencé à circuler dans l'entreprise. Le changement, d'abord discret, puis de plus en plus fort. Qu'est-ce qui n'allait pas chez Alex Harrington? Il se noyait dans la solitude, un état qu'il n'avait jamais connu. Dans son isolement, son esprit lui joua un tour cruel. Il commença à idéaliser le souvenir de Clara. Il effaça l'image de la partenaire intelligente et forte dont il s'était lassé et la remplaça par le portrait romantique d'une douce sainte bafouée. Il se souvenait de leur début dans le petit appartement, de sa foi inébranlable en lui, de sa main sur son dos pendant qu'il répétait ses discours pour les investisseurs. Il oublia commodément les années où il l'avait tenue pour acquise, la froideur avec laquelle il avait balayé ses rêves, et la manière brutale et chirurgicale dont il l'avait rayé de sa vie. Un nouveau fantasme désespéré commença à prendre forme dans les décombres de son esprit. Il la reconquérait. Il la retrouverait. Il s'excuserait. Il ramperait s'il le fallait. Il lui montrerait le nouvel Alex, humble et vaincu. Il l'imaginait dans l'appartement d'Atherton, le cœur toujours brisé, menant une vie tranquille et amoindrie. Il l'imaginait se jeter dans ses bras, le pardonnant dans un torrent de larmes de soulagement. L'arrogance de ce fantasme ne lui avait même pas effleuré l'esprit. L'appel qui allait confirmer son plan délirant arriva un mardi après-midi. C'était son avocat, Maître Thompson. « Bonne nouvelle, Alex », dit Thompson d'une voix sèche et professionnelle. « Nous avons reçu la confirmation finale de Sterling & Associates. Ils retirent leur contre-plainte. » Alex se redressa dans son fauteuil de bureau en cuir. Il la retire. Tout. Les 15%. Exact. Ils ont accepté de revenir au terme de l'accord de divorce initial. Une rupture nette. Le versement de 5 millions de dollars en échange d'une renonciation totale à toute réclamation future sur vos biens ou la société. J'ai les documents ici. C'est la meilleure solution possible. Alex entendit à peine la fin. Son esprit s'emballait, cherchant à intégrer cette nouvelle à son scénario. Elle abandonnait. Pourquoi renoncerait-elle à un combat aussi potentiellement lucratif? La réponse était évidente. Elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Elle l'aimait encore. L'argent, l'entreprise, rien de tout cela n'avait plus d'importance que le souvenir de leur histoire passée. Ce n'était pas une stratégie légale. C'était un acte de compassion. Un geste sincère, un élan du cœur. Prépare le virement, dit Alex. Une poussée d'adrénaline dissipa le brouillard qui obscurcissait son esprit. Il raccrocha aussitôt. Son plan était désormais en marche. Il n'enverrait pas seulement l'argent. Il présenterait ses excuses en personne. Dans un geste ample et profond de remords, Idu se rendit chez Cartier, la même boutique où il avait acheté la bague ostentatoire pour Brooke. Cette fois, il choisit un collier, un délicat fil de diamant, subtil et élégant. C'était un bijou que Clara aurait vraiment adoré, et ce choix lui semblait une pénitence, une façon de racheter ses fautes passées. L'écrin de velours posé sur le siège passager, il prit la route d'Atherton. Un discours de contrition et de nostalgie, soigneusement répété, résonnait en boucle dans sa tête.
Il se gara devant l'immeuble, le cœur battant la chamade, partagé entre la nervosité et une anticipation triomphante. Il sonna à l'appartement enregistré à son nom. Silence. Il sonna de nouveau, en maintenant le bouton enfoncé plus longtemps cette fois. Rien. Un homme en tenue de sport, tenant la laisse d'un petit terrier, passa devant lui. « Si vous cherchez Clara Harrington, vous l'avez ratée » dit l'homme d'un ton désinvolte. Elle a vendu l'appartement il y a 1 an. Vu le succès de sa galerie, ça ne m'étonne pas, Alex le fixa du regard. Il n'entendait pas le lien avec sa galerie. Oui, la galerie Harrington, en centre-ville, dans le quartier des Arts, précisa l'homme en éloignant son chien d'un pot de fleurs. Un vernissage important. On en a parlé partout. Ma femme m'y a traîné. C'était vraiment incroyable. L'homme continua son chemin, laissant Alex planté là sur le trottoir. Le discours qu'il avait préparé lui échappa. Il chercha son téléphone à tâtons. Ses doigts lui semblaient lourds et maladroits. Il ouvrit son navigateur et, pour la première fois depuis près d'1 an, tapa le nom de Clara dans la barre de recherche. Le monde bascula. Ce n'était pas un doux flot d'informations, mais une véritable vague de titres. Forbes, du chagrin d'amour à la haute technologie. La révélation d'un phénomène artistique. Kinuji. Artnet News, Clara Harrington pulvérise les records et les attentes avec sa collection, Shattered. TechCrunch, Harrington Creative surprend le marché avec l'acquisition de la société de technologies immersives Aperture. Lien après lien, photo après photo. La voilà, recevant un prix. La voilà, membre d'une table ronde avec d'autres innovateurs du secteur technologique. La voilà, debout devant un écran colossal et vibrant d'art numérique, son article. Elle n'était pas en deuil dans son appartement. C'était une figure emblématique, une sensation. Il fit défiler, fasciné et horrifié, les images de son travail. Il y vit sa propre cruauté, sa propre trahison reflétée, transformée en un art brut, magnifique et d'une valeur inestimable. Il trouva l'adresse de la galerie. Le trajet en voiture jusqu'au centre-ville fut une expérience surréaliste. Il gara la voiture, la boîte Cartier sur le siège lui semblait désormais un jouet pitoyable et insultant. La galerie était inaccessible. Impossible de le manquer. Une façade minimaliste et élégante d'acier noir et de verre, sur laquelle brille un seul mot en néon blanc, Harrington. Une file de clients tirés à 4 épingles serpentait sur le trottoir, attendant d'entrer. Alex n'attendit pas. Il se dirigea droit vers l'entrée, porté par le souvenir de son ancienne arrogance. Il donna son nom à la jeune femme stupéfaite à la porte, et l'éclair de reconnaissance et de choc dans ses yeux suffit pour qu'elle le laisse passer. À l'intérieur, le murmure discret de l'argent et du prestige régnait. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. L'air était saturé de conversations sur l'intention artistique et la valeur marchande, et partout, sur d'immenses écrans ultramodernes, on pouvait voir son travail. Sa vie avec elle, brisée puis reconstruite. Il vit une œuvre représentant une élégante chaise violemment raclée sur un sol en marbre. Il en vit une autre, une cage dorée, la porte arrachée de ses gonds. Il se trouvait dans un musée dédié à son propre échec. Puis, à travers la foule, il la vit. Elle était le calme au cœur de la tempête, conversant avec un petit groupe de personnes, une flûte de champagne nonchalamment à la main. Elle portait une robe noire simple, à la coupe impeccable. Elle paraissait plus forte, plus saine et plus rayonnante qu'il ne l'avait jamais vue. La profonde tristesse persistante à laquelle il s'était habitué dans ses yeux avait disparu, remplacée par une lueur vive et éclatante. C'était le regard d'une femme qui non seulement survivait, mais triomphait. Comme si elle sentait son regard, elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Aucune trace de douleur, aucun souffle coupé, juste un instant de reconnaissance froide et silencieuse. Elle adressa un sourire poli aux personnes qui l'entouraient. Elle s'excusa avec une grâce tranquille et commença à marcher vers lui. « Alex » dit-elle d'une voix parfaitement égale, empreinte d'une autorité nouvelle et plus profonde. « Clara, je n'en avais aucune idée » balbutia-t-il, le souffle coupé par l'ampleur de son succès. Il désigna faiblement la pièce d'un geste. « C'est incroyable. J'ai trouvé une nouvelle utilité à mes anciens talents, répondit-elle, un sourire léger et indéchiffrable effleurant ses lèvres. Je suis venu m'excuser, lâcha-t-il, les mots sonnant creux et insuffisants. Je sais qu'il est trop tard. Mais je dois te dire que ce que j'ai fait est impardonnable.
J'ai été un imbécile. Un imbécile complet. Brooke, elle m'a dupé. Clara, elle a menti sur toute la ligne. Le bébé n'était même pas de moi. Il déposa sa triste vérité à ses pieds, espérant une révélation, une bombe qui lui vaudrait peut-être un soupçon de pitié. L'expression calme de Clara ne vacilla pas, je sais. Ces deux mots le frappèrent comme un coup de poing. Il se figea, son esprit peinant à comprendre. Tu sais, Alex, je suis à mon compte maintenant. Je fais mon travail correctement, dit-elle d'une voix légèrement plus basse, l'entraînant dans une bulle de conspiration au milieu de la foule. Quand Victoria Sterling a déposé ma contre-plainte, elle a engagé un détective. C'est la procédure habituelle dans un divorce conflictuel. On est au courant pour Marc, le téléphone jetable, les transferts d'argent et la paternité douteuse depuis près de 6 mois. On attendait juste que tu découvres tout ça par toi-même. Il était sans voix. Complètement sans voix. L'histoire qu'il pensait révéler était déjà de vieille nouvelle. Il avait été un acteur maladroit dans un drame qu'elle avait observé depuis son fauteuil de metteuse en scène. Mais tu as abandonné les poursuites, parvint-il à articuler difficilement, les mots ayant un goût de cendre. Tu as accepté l'accord. Son sourire s'élargit et, pour la première fois, il aperçut l'éclat d'acier sous la surface. Oui, 5 millions de dollars, c'est un excellent capital de départ. Bien plus efficace qu'un procès interminable. Pourquoi me battrais-je pour 5% de ta société en déclin alors que je pourrais utiliser ton argent pour construire ma propre entreprise à partir de rien? C'était un bien meilleur investissement. Elle marqua une pause, laissant la logique implacable de sa décision faire son chemin. Puis elle lâcha le coup de grâce. Et puis, mon principal investisseur pour l'acquisition d'Aperture, c'était David. Il a vendu ses actions Innovat Dynamics il y a 3 mois. Il a dit vouloir investir dans un avenir avec un peu plus d'intégrité. Alex en resta bouche bée. David, son partenaire, son témoin, son dernier lien avec son ancienne vie, l'avait quitté. Alex ne put que la fixer, la bouche légèrement crispée, une caricature de choc. Le collier coûteux dans sa poche lui pesait comme un poids. Son grand geste, ses excuses pathétiques, toute cette illusion de réconciliation, tout cela n'était qu'une farce. Il était venu ici en sauveur, pour secourir la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui. Mais il n'y avait pas de femme brisée. Elle avait pris les morceaux de la vie qu'il avait détruite et en avait fait un empire. Un empire qui commençait déjà à éclipser le sien. Je dois retourner auprès de mes invités, dit Clara. Dit-elle. Son ton était poli, professionnel, définitif. Elle se retourna pour partir. Clara, attends, supplia-t-il d'une voix rauque et désespérée. Le dernier souffle d'un noyé. Elle s'arrêta, lui tournant toujours presque le dos. Oui, Alex. Il chercha quoi dire, un mot, un argument, un plaidoyer, mais rien ne lui vint. Que pouvait-il offrir à une femme qui avait tout? Une femme qui avait bâti son nouveau monde sur les cendres de celui qui l'avait réduit en cendres. Il n'avait plus aucune importance. Elle n'attendit pas la réponse qu'il n'avait pas. Dans un dernier soupir imperceptible, elle rejoignit la chaleur et la lumière de la foule, son univers. Reine à sa cour, elle le laissa seul au centre de sa galerie, fantôme à un banquet, entouré des preuves magnifiques, éclatantes et profondément personnelles de son échec monumental. Il était définitivement muet. Au final, ce n'était pas qu'une histoire de vengeance. C'était une histoire de renaissance. Alex Harrington, le milliardaire qui croyait pouvoir acheter et vendre des vies, ne conservait que le vide de son arrogance. Il avait appris la plus dure des leçons, le caractère est le seul bien inaliénable. Clara, quant à elle, nous rappelle avec force que parfois, nos blessures les plus profondes peuvent devenir nos plus grandes forces. Elle ne s'est pas contentée de guérir. Elle a appris à voler. Elle prouve que la fin d'une histoire, aussi tragique soit-elle, peut être le début d'une bien meilleure. Laissez vos commentaires. Selon vous, quelle est la forme de karma la plus puissante? Est-ce de voir quelqu'un échouer? Ou est-ce de réussir si brillamment que cette personne devienne insignifiante? Si cette histoire de résilience et de triomphe final vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies qui vous feront réfléchir. Merci de votre écoute.